Bonjour, bienvenue dans Breaking BD, votre magazine dédié à la bande dessinée. Avec au programme, les sorties immanquables de l'été, une rencontre avec Fabien Wellman et mes coups de cœur du moment. Si on parlait des sorties du mois, pour commencer, l'héroïne de Johann Svar, la vampire Aspirine, revient dans un deuxième tome avec un invité spécial, un zombie. Et tout ça finit dans un vrai bain de sang. Ensuite, un petit exercice de style dans lequel se sont lancés une trentaine d'auteurs pour les 90 ans de Mickey. Chacun a réalisé une planche à sa façon, sous la contrainte que la petite souris ouvre une porte en case 1 et la referme en dernière case. Et enfin, l'encyclopédie non exhaustive des savoirs de Monsieur Lamine, un petit bijou d'humour absurde qui se moque des références culturelles. Bonjour Fabien, merci beaucoup d'être ici avec nous. Tu es un scénariste prolifique et courtisé. Comment tu fais pour écrire en parallèle des histoires aussi différentes que le dernier Atlas, Seul, Spirou, entre autres collaborations? Alors déjà, j'aime bien ta façon de me présenter comme scénariste courtisé. En fait, il s'avère que je ne suis pas si prolifique que ça par rapport à plein de scénaristes de bande dessinée qui sont capables de faire, 10 scénarios dans l'année. Après, oui, j'en fais quand même pas mal, mais j'en fais à peu près, je dirais peut-être 4 par an. Et en gros, la façon dont je m'organise, c'est ce que j'appelle le tuilage. C'est-à-dire que quand je suis en train, je représente le geste, le tuilage. Quand je suis en train d'écrire le matin le scénario le plus urgent, celui sur lequel je dois vraiment avancer, rendre des pages, l'après-midi, je suis en train de préparer les prochains projets. Ce qui me permet comme ça d'avoir un moment où je suis très concentré, qui est plutôt le matin, parce que je suis plutôt du matin et c'est là que j'ai le plus d'énergie. Et puis l'après-midi, dans une forme de rêvasserie qui me permet de bouquiner, de chercher des idées comme elles viennent. Pourquoi pas d'un seul coup une idée pour un scénario qui est pas du tout pressé, mais c'est là que j'ai envie de l'écrire, donc je saisis cette opportunité. Alors que le matin, il y a un peu plus de discipline, je dois au moins faire 2 à 3 heures d'écriture pour faire avancer le projet. Moyennant quoi, j'arrive à peu près à m'en sortir. Et puis il y a aussi les moments, un peu les fulgurances, où quand même quelque chose vraiment... j'allais dire me possède, c'est un peu fort le mot, mais je suis hanté par quelque chose. Et là, éventuellement, je vais déroger à cette espèce de routine et m'accorder 3-4 jours où je ne ferai que ça. Parce que je sens que c'est le moment de le faire. Cette notion de faire les choses au bon moment, je l'ai apprise lentement. Avant, je croyais qu'il fallait que je me discipline à tout prix pour me prouver que je travaillais. Et puis j'ai fini par me rendre compte que l'écriture, c'est pas comme un travail classique et que des fois, on est inspiré par quelque chose, il faut le faire. Donc en ce moment, par exemple, c'est plutôt sur Supergroom, déclinaison de Spirou avec Johan, mais l'après-midi, je commence déjà à penser au prochain dernier Atlas, le 3e album, parce que j'ai écrit le 2e, etc. Voilà, c'est à peu près comme ça que ça se passe. Et juste un petit indice, est-ce qu'il vaut mieux commencer par penser à un personnage ou des personnages, ou d'abord à la trame de l'histoire? Tout est possible. En fait, on peut rentrer dans une histoire par plein de biais. Après, c'est une question de sensibilité. En gros, je dirais qu'il y a 3-4 façons de procéder naturelles chez les gens. Il y en a beaucoup qui écrivent en commençant par l'univers. Par exemple, un univers à la Game of Thrones. Je vois tout à fait les familles, comment ça va se passer, les dragons. Le risque de cette approche, c'est qu'il manque parfois une intrigue ou des personnages vraiment forts. Tous ceux qui ont adoré Tolkien, par exemple, souvent, et moi j'ai été comme ça, sont un peu... bon. Il y a ceux qui commencent par les personnages, mais ça demande souvent un peu plus de maturité. En tant que jeune auteur, c'est assez rare qu'on commence par des personnages forts, parce que pour écrire un bon personnage, il faut souvent un petit peu plus de maturité. Il y a ceux qui commencent par l'intrigue. Alors ça, typiquement, c'est les whodunit criminels, du style qui a tué. Bon, moi, j'ai fait ça avec Green Manor quand j'étais plus jeune. Et moi, j'adore aussi ce genre de récit. Le risque des intrigues, c'est de laisser de côté les personnages pour en faire des mécaniques, des rouages, ou d'avoir un univers un peu fade. Et puis, dernière approche, qui est un peu subtile, c'est celle du style. Quelqu'un qui va vous raconter une histoire qui n'a aucun intérêt dans l'absolu, mais sa façon de raconter suffira à nous emporter. J'appelle ça le style ou la petite musique de la personne. Et c'est le plus compliqué parce que dire à un jeune étudiant cherche ton style, c'est le pire conseil qu'on puisse lui donner. Il n'en sait rien, il ne sait pas ce que c'est. Donc je leur conseille plutôt de ne pas chercher leur style, d'avancer, de travailler, et c'est leur style qui les trouvera. Plus on cherche son style, plus on copie le style d'autres personnes en croyant que c'est ça le style. Donc il faut l'oublier. Il faut se focaliser sur le travail. Et une fois qu'on s'est lancé, se faire confiance et le style finit par apparaître. L'été approche, est-ce qu'il sera plutôt studieux pour toi ou est-ce que tu vas te reposer? Alors il s'avère que j'ai eu la chance de prendre des vacances récemment, donc je vais pouvoir être extrêmement studieux. Là j'ai été en Sicile, j'ai adoré ce coin d'Italie. Et là je vais devoir
extrêmement travaillé parce que je dois avancer sur Supergroom, deuxième épisode, sur le prochain Sol, le tome 13 que je dois écrire, le dernier Atlas qui va faire 200 pages et que je dois avancer avec mon co-scénariste Gwen de Bonneval. J'en passe et des meilleurs parce qu'il y a aussi mes entretiens de l'herbier sauvage que je continue à faire, c'est un projet qui me tient à cœur, plus peut-être un one-shot préhistorique ou semi-préhistorique que j'aimerais faire avec Roger Ibanez, le dessinateur de Jazz Ménard de chez Dargaud. Donc on voit qu'il y a du taf et qu'en fait le simple fait de faire cette interview, je crois que je suis en train de perdre un temps précieux. non, je plaisante. Je veux bien nous en excuser. Non, ça me fait plaisir. Si on n'a pas de succès, on a la pression de l'échec. Si on en a trop du succès, on a la pression de déplaire ou de décevoir les lecteurs. Donc de toute façon, c'est un métier d'anxieux. On sera toujours anxieux, moi je le suis. Et là-dessus, c'est la méditation en pleine conscience qui, figurez-vous, qui m'aide vraiment. Et je le dis sans plaisanter, c'est que depuis que je fais de la méditation, ça m'a aidé un peu à prendre du recul par rapport à ça et du coup, à me concentrer juste sur le plaisir d'écriture. Pour moi, à partir du moment où je m'amuse et que je le transmets le plus possible aux lecteurs et lectrices, a priori, j'ai fait ma part du boulot. Écoute, merci beaucoup et de la part de tous tes lecteurs, merci pour toutes les histoires dans lesquelles tu nous emmènes et tu nous entraînes, tu nous fais sortir de l'ordinaire. C'est bien aimable. On commence par une héroïne que l'on pourrait qualifier de badass, à quelques nuances près. Ça s'appelle Brat, morveuse en français, de Michael Deforge. Et c'est l'histoire d'une délinquante juvénile qui s'appelle Miss D, qui est devenue une star dans son domaine, une influenceuse badass en quelque sorte. Les jeunes ont des posters d'elle en train de commettre des délits et même les parents l'adorent. Le hic, c'est que Miss D a déjà 33 ans. Alors depuis le temps qu'elle fait sa crise d'adolescence, elle peine à se renouveler. Or, la concurrence de la jeune génération est là. Par exemple, avec Citrus Chan, la stagiaire de Miss D, qui a l'ambition de devenir à son tour une délinquante juvénile de haut niveau. Ce mélange de philosophie sous acide et de critique sociétale poussée jusqu'à l'absurde est savoureux. D'autant que c'est graphiquement génial, plein d'inventivité et de fantaisie et bourré d'humour. Le caractère complexe de Miss D est bien développé. On devine les failles de la carapace de cette femme forte et intrépide. Quant à la fin, elle est irrévérencieuse à souhait, alors pas d'hésitation, ruez-vous sur Brat. Un autre incontournable, surtout pour les fans de monstres en tout genre, c'est Keiju-Max de l'américain Zander Cannon. C'est une sorte d'hommage aux films et séries qui se passent en milieu carcéral, mais croisés avec des monstres inspirés notamment des films japonais. À commencer par Godzilla. Et là, je ressors ma bible The Craignos Monsters pour vous en montrer quelques-uns. L'histoire commence par l'arrivée d'Electrogore à la prison à ciel ouvert de Keiju-Max. Il s'est fait capturer par les humains et ses deux enfants sont restés tout seuls, ce qui l'inquiète beaucoup. Alors dès son arrivée dans son cratère cellule, Electrogore s'efforce de trouver des détenus qui pourraient l'aider à contacter sa progéniture. Comme dans toutes les prisons, il y a différents clans de monstres et de lézards qui s'affrontent, et aussi du trafic de drogue. Sauf qu'ici, il s'agit de substances nucléaires, d'uranium. C'est un récit hyper ambitieux car l'auteur a créé tout un univers avec beaucoup de personnages, de références, des intrigues qui se développent en parallèle, des détails sur la vie de cette prison spéciale. Bref, on est vraiment happé dans l'histoire. Et on a de la chance car l'édition française regroupe déjà les 12 premiers tomes du comics américain. A priori, il devrait y avoir 3 livres, donc ne ratez pas le début de cette super série. On finit avec une autre sorte de monstre, mais qui celle-ci a bien existé, puisqu'on part chez les nazis dans le camp de concentration d'Auschwitz. Il y a beaucoup de bandes dessinées sur la Seconde Guerre mondiale. Alors pourquoi celle-ci ? Parce qu'il s'agit d'un récit inspiré d'une histoire vraie, celle du Polonais Witold Pilecki, qui raconte son infiltration volontaire dans le camp d'Auschwitz de 1940 à 1943. Donc ici, il s'agit d'un prisonnier qui non seulement subit les mêmes traitements inhumains que les autres, mais qui en plus doit repérer des gens fiables, constituer un réseau de résistance à l'intérieur du camp et envoyer ces informations à ses chefs à l'extérieur en rédigeant des rapports codés. Outre son fabuleux travail de recherche et d'exploitation d'archives, Gaëtan Nock a réalisé un travail magnifique sur le dessin, qui est à la fois réaliste et empreint d'une douceur étonnante grâce à son choix de matériaux et de couleurs. Le rapport W est un témoignage à lire et à faire lire pour le devoir de mémoire, mais c'est surtout un livre très émouvant. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner et on vous souhaite un très bel été en lisant plein de bandes dessinées.